Bonjour, nous recevons Loïc Hénaff. Vous êtes président de la société Jean Hénaff, votre arrière-grand-père qui l'a créée en 1907. Vous êtes devenu président donc en 2010. Et depuis 2016, vous êtes président de l'association Produits en Bretagne. Alors, première question, comment est-ce que vous avez traversé la crise sanitaire? Quels sont les dégâts et les espoirs de rebond? Écoutez, c'est une crise avec des hauts et des bas. Entre le moment de la sidération des premiers jours, qui nous a tous partagé, traversé, et puis ces 7-8 semaines pendant lesquelles certaines de nos activités se sont totalement arrêtées, et certaines autres ont été presque en surchauffe. Il a fallu gérer quotidiennement une quantité de difficultés vraiment très importantes. Combien de salariés en chômage partiel, par exemple? Alors, ça a été crescendo. Aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine de salariés qui ont une activité partielle. Entre nos boutiques, par exemple, qui ont fermé, la boutique de la gare de Rennes, des activités liées 100% à la restauration, des activités liées 100% à la restauration collective ou même à l'exportation ou à différents projets. Parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, la conserve ne représente plus que 50% de votre activité qui s'est considérablement diversifiée. Absolument. La conserve, qui est notre métier, je dirais, de fabricant historique, représente 50% de notre activité aujourd'hui. Nous avons de nombreuses activités entre la saucisse fraîche, la récolte et la transformation d'algues, ou même la culture de spiruline. Alors, faisons un petit retour sur votre parcours. Vous avez été scolarisé à Douarnenez, vous avez fait l'école supérieure de commerce de Brest, et ensuite, vous partez comme commercial chez Kraft Jacob Suchard, qui est une multinationale américaine. Et là, vous devenez responsable du développement à l'export, hein, c'est ça? Oui. Vous aviez déjà une expérience des États-Unis. Vous alliez, ai-je lu, dans les abattoirs du Midwest avec vos parents, c'est ça? Quand vous étiez tout petit garçon. Oui, l'histoire a fait que c'est vrai. Dans les années 80, mon père qui dirigeait l'entreprise, s'intéressait à certaines choses et pendant les vacances, tout simplement, il ne savait pas que faire de moi. Donc, le plus simple, c'était de m'emmener. Donc, j'ai été plusieurs fois aux États-Unis, entre Columbus dans l'Ohio, Kansas City, Saint-Louis dans le Missouri. Et j'ai développé un vrai goût aussi pour ce pays et pour cette... Et pour la culture anglo-saxonne aussi, j'imagine, puisque vous avez eu une expérience australienne pendant 3 ans, qui a dû être une superbe expérience, non? Oui, j'ai cumulé aussi 6 mois de stage au Canada, un semestre d'études à Birmingham en Grande-Bretagne, et puis effectivement quelques années en Australie avec des ponts importants avec la Nouvelle-Zélande. Donc je dirais que je suis assez à l'aise dans ces pays qui sont tous différents, attention. Et je m'y sens bien et j'y ai bien travaillé. Le retour dans le groupe familial en 2005 comme directeur marketing, c'était pour vous une obligation, un goût? Comment ça s'est fait? Pas du tout, ni l'un ni l'autre d'ailleurs, pour être très franc. J'aspirais en fait tout simplement à vivre en Bretagne, après avoir pas mal voyagé, et puis voilà, j'avais envie de m'établir. Mon fils est né en Australie, ma femme n'est pas française, on cherchait un nid, tout simplement. Et puis j'avais cette envie de vivre en Finistère, précisément. Et donc, à ce moment-là, mon père m'a tout simplement posé une question assez simple. Hein. Tu as un profil qui correspond à ce dont l'entreprise a besoin maintenant, là, tout de suite. Est-ce que ça t'intéresse? Et j'ai tout simplement postulé. J'ai rencontré les actionnaires et voilà. Et donc, les années et les challenges se sont enchaînés et on m'a confié la direction générale. Direction générale en 2010, vous devenez président du directoire en 2013. Il y a 37 actionnaires familiaux, donc il faut que tout le monde s'entende. Absolument. C'est un challenge. C'est un challenge, c'est presque un travail. D'ailleurs, je ne suis le président du conseil de surveillance du groupe n'est pas de la famille, c'est un administrateur indépendant qui préside notre conseil de surveillance, qui permet
d'apporter un peu d'équilibre dans ces forces qui sont parfois pas contradictoires, mais parfois qui peuvent avoir envie de s'exprimer différemment. Et donc cette cohésion est apportée en partie par de la méthode et puis un projet et une mission. Bon, vous avez plusieurs présidences. Vous avez été également président des Fêtes de Douarnenez en 2013. Racontez-moi, en 2011, pardon, mais racontez-moi, 2013, il y a une histoire assez amusante, c'est que vous devenez fournisseur de la station spatiale. Comment ça s'est passé, ça? C'était assez inattendu. Ouais, c'est une histoire de fou qui continue. L'entreprise ici dispose d'un agrément pour vendre et fabriquer surtout des produits à base de viande aux États-Unis. C'est un agrément, je crois qu'à aujourd'hui, il n'y a que 2 entreprises en France. On a été longtemps seul, mais je crois qu'il y en a une deuxième dans le sud-ouest aujourd'hui. Et nous avons tout simplement eu un appel d'Alain Ducasse qui nous a demandé si nous voulions devenir son sous-traitant, puisque lui-même, ayant été choisi comme le créateur des recettes des plats de fête de la Station spatiale internationale. Rien que ça fait rêver. Et donc on a dit bien évidemment oui, sans trop réfléchir à ce que ça voulait dire. Et donc depuis cette date, 1 à 2 fois par an, des équipes d'Alain Ducasse viennent ici préparer des plats, des entrées, des plats principaux et des desserts, et nous en prenons la responsabilité à un moment pour les transformer en plats stérilisés, conservés, qui sont expédiés par les fameuses fusées de SpaceX d'Elon Musk depuis quelque temps pour ravitailler la station. Et ça, c'est dans l'actualité, hein, Elon Musk, puisqu'ils viennent de réussir leur dernier lancement. Vous avez succédé à Jacques Bernard en mars 2016 à la présidence de Produits en Bretagne, une association qui regroupe 420 entreprises. Et qu'est-ce qui a été fait depuis 4 ans? Je crois que vous aviez par ailleurs l'idée d'une opération en cours pour rebooster finalement l'entrepreneuriat breton. En fait, Produits en Bretagne, c'est une folle aventure qui est caractérisée par l'extraordinaire engagement de ses membres. 440 membres, 110 000 salariés, puisqu'un membre, c'est une entreprise. Parmi ces 440 entreprises, il n'y en a que, je dis bien que 130 de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, Produits en Bretagne, c'est le tissu économique breton qui s'engage de façon responsable pour le territoire, pour l'emploi, pour une Bretagne belle, prospère, solidaire, responsable et ouverte sur le monde. Et c'est vraiment ce logo arboré sur des produits, mais surtout maintenant sur des papiers en tête d'entreprise, c'est la marque d'un engagement très fort pour le territoire. Depuis quelques années, nous avions décidé de démultiplier encore nos actions collectives sachez que, par exemple, 2500 journées sont données chaque année par nos membres pour travailler à de multiples réunions. Il y a à peu près 2 à 3 événements organisés par Produits en Bretagne chaque semaine en Bretagne. C'est extraordinaire. C'est 2500 journées par an, imaginez sur bientôt 30 ans, le cumul d'expériences et d'opérations qui sont montées. Et donc, sur pas un coup de tête, mais sur une boutade, j'ai dit, avec la crise que traverse la Bretagne, c'est une forme de crash test pour Produits en Bretagne. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas actifs pendant cette période, et surtout maintenant, là, pendant le rebond, nous ne servons à rien. Et donc, nous avons monté, un peu en catastrophe, mais c'est bien normal, au-delà de la traversée du confinement, des opérations, alors soit nous avons renforcé celles qui sont actuellement dans les 500 supermarchés bretons pour mettre en avant les produits de nos membres, et puis aussi une opération qui va se démultiplier dans la presse quotidienne régionale, sur les réseaux sociaux et à de nombreuses reprises et de nombreux endroits, pour mettre en avant les sociétés de services, l'industrie, les cabinets d'avocats, les parcs, les festivals, enfin, tout ce qui fait la richesse. Ça va durer combien de temps, cette campagne? Écoutez, elle va durer au moins 1 mois, mais je pense qu'on est condamné pour continuer longtemps, en fonction de nos moyens, bien sûr. Donc tout va bien pour l'instant, enfin hormis cette crise évidemment qui va peser sur les comptes 2020. Tout irait bien s'il n'y avait pas les véganes dont vous avez dit récemment dans une interview au Télégramme qu'ils n'avaient ni le monopole du cœur
ni le monopole de la raison. Et au-delà des véganes, vous considérez quand même qu'il y a une certaine perversion du végétarisme. Comme dans toute pensée, il y a des pensées extrêmes. Moi, je m'accommode très bien de vegan, ça ne me pose aucun problème. Vraiment aucun. Chacun ses choix. Ce qui me gêne, c'est quand la pensée devient folle, quelle qu'elle soit. Et j'ai une vraie difficulté avec les extrêmes. Et donc, effectivement, je pense que notre planète, notre vie sur Terre va changer dans les prochaines décennies. Elle doit changer. Elle doit changer par de nouveaux comportements, des comportements beaucoup plus responsables. Il y a urgence. L'alimentation, mais le transport, mais l'industrie, mais les télécommunications doivent tous faire leur révolution intellectuelle et leur révolution de responsabilité. Et donc, concernant l'alimentation, qui est mon métier, cela suppose très probablement de végétaliser un peu plus notre alimentation, et ce qui concernera notre alimentation d'origine animale doit être beaucoup plus responsable. Ce que vous ne supportez pas, c'est les actions violentes d'associations comme L214. C'est les actions violentes tout court. À titre personnel, c'est les actions violentes tout court que j'exècre. Et quand elles sont orientées sur mon activité professionnelle, évidemment, ça me gêne beaucoup. Et quand elles sont orientées sur la région qui m'anime, ça m'énerve encore plus. Mais donc, voilà, c'est les actions violentes. Après, moi, je crois être reconnu pour une personne de dialogue, de construction, et plutôt à la recherche de consensus. Donc, quand on vient dialoguer, tout va bien. Je suis toujours présent. Dernière question, on a quand même la chance d'avoir un temps exceptionnel en Bretagne depuis 2 mois. Est-ce que vous avez pu vous replonger dans votre passion de l'archéologie sous-marine? Alors, pas jusque-là, mais en tout cas, je vais à l'eau régulièrement. Et effectivement, c'est quelque chose cette archéologie sous-marine, c'est quelque chose que je ferai plus assidûment plus tard. Mais il faudra que ce plus tard ne soit pas trop tard. Merci Loïc Hénaff. On se retrouve demain avec un nouvel invité qui sera Jean-Jacques Caillagon, ancien ministre de la Culture. Il travaille aujourd'hui pour la Fondation Pinault. À très vite sur TBO et TB Sud, bien sûr. Au revoir.